Ça, non. Ça, oui. Mais pourquoi? Vivre de façon plus éco-responsable, vivre de façon plus durable et surtout gagner du temps, tout ça sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Oui, mais comment? 1. Acheter une maison pas chère. 2. Ne pas payer l'eau. 3. Produire son électricité. 4. Produire sa nourriture. Mais surtout, rénover la maison et après on pourra savoir si c'est possible ou non. Alors suivez l'aventure et prouvons ensemble qu'il est possible de vivre autrement sans trop de moyens. Donc bonjour à tous et bienvenue dans mon bureau et bienvenue sur la chaîne de A à Z. Aujourd'hui, il est question d'une nouvelle vidéo sur l'éco-rénovation et mon avis. C'est mon avis bien entendu, vous pouvez penser différemment, je vous donne simplement ce que je pense sur cet avis. On va voir ça en plusieurs parties. La première partie, ça va être plutôt sur les ressources que la planète contient et sa limite, puisque vous savez tous qu'aujourd'hui on est confronté à un problème de ressources et de limite de celle-ci. Ensuite, la deuxième partie, ce sera plutôt sur les structures de l'habitat, à savoir trois parties aussi, c'est-à-dire les zones urbaines, les zones périurbaines et puis les zones campagnardes. Je pourrais citer d'ailleurs un reportage d'Arte dessus. Ensuite, il y aura une troisième partie sur, je regarde le plan, désolé, sur un peu la volonté et le désir d'être en autonomie. Ensuite, il y aura une partie sur l'éco-construction et on verra plusieurs types d'habitats, dont les tiny houses, les maisons en A et les containers aussi, parce que je vais donner un avis sur ces types de lieux. Ensuite, une fois qu'on aura vu l'éco-construction, on passera à l'éco-rénovation. Donc on verra aussi le bâti ancien et nos villages, parce qu'on est en France, on est quand même un pays assez rural. Et ensuite, on finira par un peu tout ce qui est technologie de l'habitat et le mobilier. On verra ça plutôt à la fin et ensuite on conclura. Donc c'est parti, installez-vous confortablement et en plus je vais vous faire voyager dans pas mal de décors du département. Profitez bien. Allez, on commence. Donc pour commencer cette vidéo sur la construction, on va parler des ressources. Je vais faire simple, je vais le vulgariser et je vais faire trois catégories de ressources. La première, ce sera les ressources dites minérales, comme par exemple les pierres ou tout ce qui est utilisé en liant, comme par exemple le ciment et la chaux. Ensuite, la deuxième catégorie, ça va être les ressources dites naturelles, donc par exemple l'eau ou le bois et autres types de matériaux de construction de ressources naturelles. Et ensuite, une troisième catégorie qui va principalement aider les deux premières catégories, ce sont les ressources dites fossiles, avec par exemple le gaz et le pétrole. Cette ressource-là, dite fossile, elle va plutôt être utilisée en tant qu'énergie pour extraire les matériaux et ensuite les transporter sur le chantier. Mon propos, il m'amène à dire que ces ressources-là, elles sont limitées et voire même non renouvelables. Si je prends l'exemple des ressources fossiles, vous savez pertinemment que c'est des ressources qui ne sont pas renouvelables. On va les consommer et on a un stock prédéfini qu'on est en train d'épuiser. C'est exactement la même chose pour la première ressource qui sont les ressources minérales ou minières. On extrait ces ressources et ensuite on les épuise. Pour la dernière catégorie, les ressources naturelles type eau ou alors bois, elles sont renouvelables. Cependant, dans une deuxième partie qui suit, on va voir que ça rentre en conflit d'intérêts avec le territoire. Donc la première partie, la conclusion, c'est que pour l'instant, les ressources qu'on utilise pour la construction, elles sont pour l'instant limitées et voire non renouvelables. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est la structure du territoire en France. Il n'y a pas vraiment de données précises, et en tout cas j'en ai pas trouvé dans une recherche assez succincte. Mais ce que j'en ai compris, on va dire, c'est que 20% du territoire il est composé de zones urbaines, donc principalement ce qu'ils appellent des zones artificialisées, c'est-à-dire avec des habitats. Il y aurait 30% de forêts, on va dire de zones non artificialisées, et 50% de zones, on va dire, agricoles, des zones qui ont été artificialisées mais à des fins agricoles. Donc c'est pas... Parce que dans ces zones agricoles, il y a aussi des zones forestières, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais pour synthétiser et faire succinctement les choses, on va dire 30% de forêt, 20% de zones urbaines et 50% de zones agricoles. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est la structure de l'habitat. Principalement trois zones. La première, c'est les centres urbains. La deuxième, c'est les zones périurbaines. Et enfin, la dernière, c'est les zones rurales. Il faut savoir que 77% des humains vivent en zone urbaine, en France du moins métropolitaine, et que donc le reste, 22% à peu près, vivent en zone rurale. Donc en conclusion, la majorité d'entre nous vivent en ville. Je vais citer une émission qui s'appelle 42, la réponse à presque tout, et qui est proposée sur Arte, et un reportage qui s'appelle Les villes sauveront-elles le monde. Je
Je vous mets les liens en description, allez le voir, c'est extrêmement intéressant. Ce que ce reportage veut démontrer, c'est que les villes en fait, qui sont en forte concentration, elles doivent rester comme ça. Et ce qu'il montre, c'est que dans une période post-industrielle, avec l'accessibilité à la propriété pour les habitants, la volonté de vouloir s'extirper des villes dans les proches banlieues avec une maison et un terrain, en fait, ça ne va pas être possible dans le futur et qu'il faut mieux que les habitants à la campagne restent à la campagne, pour faire simple, et que les gens en ville restent en ville. Pourquoi ça? Finalement, c'est qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, la structure, c'est qu'il y a 20% dans les villes, 30% en forêt, pour faire simple, et 50% en agricole. Si les citadins en ville ont la volonté de s'extirper de ces mêmes villes pour aller dans des endroits avec une propriété et un terrain attaché à cette propriété, ce ne serait pas possible, puisque cette surface, elle serait en fait prise aux surfaces agricoles et forestières qui servent pour le bois, et donc forestier, à la construction et au bois de chauffage, et ensuite à l'agricole pour alimenter les populations. Donc pour faire simple et pour résumer, si les citadins veulent aller à la campagne pour construire leur habitat avec du terrain, ce ne serait pas possible puisque ça prendrait de la place pour finalement l'alimentation et les matériaux de construction et de chauffage. Après avoir parlé des limites des ressources et de la composition du territoire, on va rentrer dans le vif du sujet par une simple observation, c'est qu'une part de la population, et donc de manière internationale mais surtout en France, veut s'autonomiser. Donc on peut observer un désir d'autonomisation, donc pas mal de personnes vont investir dans des terrains pour y construire un habitat et ensuite essayer de tendre vers l'autonomie. Ensuite, on va opposer deux concepts pour la suite de la vidéo qui sont l'éco-construction et l'éco-rénovation. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais passer en revue tous les différents types d'éco-construction et ensuite on verra les avantages et les inconvénients. Donc dans cette partie sur l'éco-construction, je vais faire 3 sous-catégories pour pouvoir argumenter des avantages et des inconvénients. La première sous-catégorie, ça va être tout ce qui est construction en ossature bois. Donc je pense par exemple à ce qui est à la mode, les maisons en A ou les dômes géodésiques, ou tout type de construction qui serait à partir de bois. La deuxième sous-catégorie, ça va être tout ce qui est à base de métal. Donc je pense principalement aux containers. Et la troisième catégorie, ça va être les constructions un peu plus traditionnelles qui seraient par exemple à base de briques ou de parpaing, et on verra par la suite un peu plus dans les détails. Pour tout ce qui est des maisons à base de chaux-chanvre, de terre-paille ou de paille, et aussi les earthships, je vous ai fait une dernière partie qui sera sur les technologies de l'habitat. Pour l'instant, on ne va pas en parler. Venons-en au vif du sujet. Avantages et inconvénients des 3 types d'habitat décrits précédemment. Pour commencer, les maisons en ossature bois, les avantages, c'est que déjà on va pouvoir moduler son habitat selon ses envies. Donc c'est quand même un point fort. Ensuite, on va parler d'esthétisme. C'est vrai que c'est personnel ce que je dis, mais je trouve ça assez joli, ça se marie bien avec la nature. On peut faire des super chouettes habitats. Ensuite, un autre point et un avantage, ça va être aussi l'isolation, parce qu'on peut vraiment bosser sur l'isolation, le choix des matériaux et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est les principaux avantages des maisons en ossature bois. Ensuite, les désavantages, ça va être le prix, parce qu'il y en a qui arrivent à faire des choses pas chères. Mais si on veut bosser avec des matériaux qui sont durables, type châtaignier, ça va nous coûter extrêmement cher. Ensuite, un autre désavantage pour rester dans la gamme de prix, c'est qu'il va falloir investir aussi un terrain. Donc effectivement, on peut construire un habitat pour 20 000 €, mais après, il va falloir acheter le terrain. Et ça va être plus onéreux. Ce qui amène aussi un autre désavantage, c'est qu'il va falloir s'organiser avec les mairies. Soit c'est un terrain constructible, et dans quel cas il va falloir faire un permis, ou alors si c'est un terrain non constructible type agricole ou terrain de loisirs, il va falloir s'organiser avec la mairie pour pouvoir être en accord avec eux et pouvoir poser son habitat dit léger. Dedans on peut y mettre les tiny house aussi, j'y pense, mais c'est à peu près le même style. C'est qu'il va avoir un autre désavantage, c'est que si on construit court, on va avoir peu d'espace, donc peu de volume. Il suffit que vous invitiez des gens pour que ce soit vite encombré, et pour moi c'est un désavantage. Ensuite, le dernier désavantage, ça va être la durabilité. Si on ne choisit pas les bons matériaux, ça peut vite être n'importe quoi, puisque le bois est assujetti à l'humidité, et dans le temps, sur des centaines d'années, ça risque d'être un peu compliqué. Deuxième sous-catégorie, donc les habitats faits de métal, donc principalement les containers. Je vois pas d'avantage, je suis désolé, mis à part peut-être qu'on peut agencer comme on veut. Si vous voyez des avantages, vous pouvez le mettre dans la section des commentaires. Par contre, les désavantages, moi le principal, et c'est mon avis, vivre dans une boîte de métal, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus conseillé, enfin en mon sens.
dans un monde qui est fait d'ondes, une onde fondamentale. Je ne crois pas que nous, avec notre sensibilité, ce soit agréable au quotidien et sur le long terme. Ensuite, il va y avoir les mêmes procédés, c'est-à-dire qu'effectivement, apparemment, il y aurait un lobby des constructeurs de containers qui cherchent à se débarrasser des anciens et qui les refilent à bas prix. Ce qui fait qu'on voit une popularité de ce genre d'habitat. Cependant, il va falloir aussi acheter le terrain et ça coûte cher. Et sûrement travailler avec les mairies pour pouvoir installer cet habitat. Donc voilà, je vois pas mal de désavantages. Après la durabilité, le métal rouille, hein, il s'oxyde avec l'eau, donc c'est pas forcément très durable. Pour finir, maintenant avec la troisième sous-catégorie, qui sont les maisons dites traditionnelles, donc briques, parpaing et pierre, mais pierre, je pense que ça se fait plus maintenant, ça devient trop cher. C'est déjà le premier désavantage, c'est qu'on parlait d'éco-construction, là on n'est plus trop dans l'écologie. Les parpaings, les briques sont assujettis aussi à l'humidité et aux remontées capillaires pour vos fondations, donc sur des centaines d'années, il y a moyen que ce soit compliqué pour l'habitat. Aussi on le voit sur des constructions en terre argileuse, avec les sécheresses et les pluies hivernales, avec le gonflement et le rétrécissement du terrain, on voit des fissures apparaître, les parpaings se désagrègent et se fissurent, enfin surtout les jointements. Donc, je pense qu'en termes de durabilité, c'est pas fou. Et puis, donc on a dit aussi en termes d'écologie. Donc c'en est fini pour cette section. On passe ensuite à l'éco-rénovation. Dans cette section, on va parler de maisons anciennes et donc principalement de maisons en pierre. Et j'exclus donc tout ce qui est ruine. Le premier avantage à faire de l'éco-rénovation, c'est que déjà vous allez avoir vos 4 murs, votre toit et donc votre charpente. Donc, si vous rénovez, vous allez forcément utiliser moins de matériaux que si vous devez construire et ce sera donc beaucoup plus écologique. Le deuxième avantage, c'est que vous allez avoir une masse thermique due à vos murs en pierre, ce qui est plutôt intéressant pour l'hiver. Un troisième avantage aussi, c'est la durabilité, puisque ces maisons, elles ont passé l'épreuve du temps et si elles ont été bien construites, finalement elles sont très durables, surtout si vous êtes en pierre, granit ou schiste. Ensuite, un quatrième avantage, c'est l'aspect du caractère, c'est-à-dire que vous allez travailler avec des maisons qui ont un charme, et donc ça c'est non négligeable. Un cinquième, c'est qu'avec les histoires de passoires thermiques, les détenteurs de ces biens vont chercher à s'en débarrasser, et donc du coup, au final, ça va faire plus d'offres que de demandes, et les prix ont tendance à baisser, donc il y a des très bonnes occasions à faire. Pour faire un petit résumé sur ces avantages, et ne pas l'oublier, c'est qu'il y a un parc de maisons anciennes qui est non négligeable. Et ce serait dommage de ne pas pouvoir s'en servir, de pouvoir rénover ce parc qui est déjà existant. Il n'y a rien à reconstruire, il y a juste à rénover. Et donc ça, je trouve que ce serait dommage de s'en priver. Pour les désavantages, j'en vois que deux. Le premier, c'est qu'effectivement, vous ne pouvez pas agencer votre bien comme vous le voulez, puisque c'est déjà existant, donc il va falloir faire en conséquence. Le deuxième, c'est que c'est une maison ancienne. Il va falloir gérer l'humidité, la luminosité et les insectes, si vous en avez le cas échéant, type xylophage, termites, et puis aussi les animaux type souris qui pourraient vivre dans vos combles. Donc pour faire une petite conclusion, pour moi c'est un avantage de rénover puisque vous allez consommer moins de matériaux, c'est des bâtis déjà existants et pourquoi pas s'en priver puisqu'en France il y a quand même des très beaux villages et des très belles choses à faire. Donc pour moi en tout cas l'éco-rénovation est à privilégier par rapport à une éco-construction. Concernant la technologie de l'habitat, quand je parlais de Earthship, maison en terre paille ou maison en paille tout court, c'est des techniques que j'apprécie réellement honnêtement, je trouve ça très intelligent. Surtout par exemple l'utilisation de la paille, les maisons en paille, c'est vrai que c'est très économique, très performant, c'est vraiment une solution que j'apprécie et que je pense qu'il faudrait qu'on étudie dans le futur. Cependant ces solutions-là, en fait, on va être confronté toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'il va falloir occuper un nouveau terrain pour pouvoir mettre en place ces solutions et plus ou moins utiliser des matériaux aussi, puisque sur un Earthship, on va repartir du début. Même si on va utiliser beaucoup de matériaux renouvelables, comme les pneus, je pense. Mais bon, après, ça, c'est sur le Earthship de base. On pourra aussi mettre de la masse thermique différemment. Mais de toutes les manières, il faudra quand même utiliser d'autres types de matériaux. Par exemple, pour la charpente, il faudra quand même utiliser des poutres en bois et ainsi de suite. Il faudra quand même construire au moins le toit plus 2 murs et la surface vitrée pour le Earthship. Donc ces solutions-là, elles vont toujours être dans soit l'achat d'un terrain et une nouvelle construction et en plus l'utilisation de nouveaux matériaux, même si on maximise l'utilisation des matériaux renouvelables. Dans tous les cas, pour ajouter une vraie conclusion de fin, puisque c'était un peu spontané, ce que je vais exprimer par là, c'est que si on a le désir d'éco-construire, que ce soit dans n'importe quel type d'habitat, que ce soit des habitats modernes ou plus traditionnels, ça ne va pas le faire, puisque en fait on va consommer énormément de matériaux, on va devoir acheter un terrain, et si on reprend les arguments que j'ai apportés dans les premières parties, on ne pourra pas en tant qu'individu pouvoir avoir son terrain, cultiver son autonomie, construire son habitat, consommer des nouveaux matériaux pour faire les 4 murs et la toiture et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre l'idée, mais fondamentalement, ce ne sera pas possible.
C'est pour ça que ce que je voulais dire et amener dans la partie sur l'éco-rénovation, c'est qu'on a un parc déjà existant de maisons anciennes qu'il faudrait juste retaper, ça consommerait moins de matériaux, on occuperait l'espace qui est vide le cas échéant et donc ce serait plus sain et pragmatique, voire même intelligent. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu, à la prochaine.